Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. 56, c'est le chiffre du jour. 56 comme le nombre de cas testés et déclarés positifs au Covid-19. 56 cas en l'espace de 3 semaines. Des cas qui se multiplient surtout depuis la mise sur pied par le gouvernement du Cameroun des 13 mesures visant à freiner l'évolution de la pandémie. À l'analyse des comportements des Camerounais et Camerounaises, le coronavirus semble encore être très lointain. Une affaire des autres, diraient certains. Comment comprendre que le point 4 des mesures gouvernementales sur l'interdiction de tout rassemblement de plus de 50 personnes ne soit pas respecté des Camerounais et des Camerounaises? Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Noufelet. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Et tout de suite, c'est le fait du jour. Coronavirus au Cameroun, une affaire pas toujours prise au sérieux. Pour en parler, je suis avec le docteur Ngoula Roger. Bonsoir, docteur. Bonsoir. On va commencer par le rituel, docteur. Oui, je crois. Ah, vous avez Oui, je suis venu avec mon gel. Oui, bien sûr. Désinfectant, c'est bien. Voilà. Vous êtes médecin spécialiste en médecine interne, hépato-gastro-entérologue, diplômé de l'Université catholique de Louvain. Nous sommes en Belgique, ancien interne des cliniques universitaires Saint-Luc. C'est bien cela? C'est exact, oui, merci. Bienvenue, docteur. En face de vous, le docteur Étoile Roger. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Serge Alain. Vous êtes médecin de santé publique, président du réseau des médecins du district du Cameroun, Rémédic en abrégé. C'est bien cela. C'est bien cela. Voilà, bienvenue. J'ai oublié. Ok, merci. Ok, le rituel. Madame, monsieur, vous l'avez compris, nous avons, par principe de distanciation, convoqué, invité, on va le dire comme ça, 2 personnes sur notre plateau. Ils sont là, on dit, c'est plus d'1 mètre d'écart, c'est bien cela? C'est exact. Voilà. Docteur, une question qui taraude les esprits. La parole, là, qui veut la prendre? Le casque, le masque, qui doit le mettre? Docteur Ngoula. Qui doit mettre le masque? Le personnel soignant. Oui. Médecins, infirmiers et les patients qui sont suspects d'être contaminés ou d'avoir rencontré sur leur chemin des porteurs de virus ou le virus. C'est un grand débat. Oui. Est-ce qu'il faudrait que toute la population se mette à porter le masque? Pour ma part, je ne pense pas. En l'état actuel, je ne pense pas que toute la population du Cameroun, 25 millions d'habitants, doit pouvoir porter le masque. Mais il y a des conditions très claires et bien précises dans les hôpitaux, pour l'instant, des hôpitaux qui ont eu à recevoir des malades suspects, des services hospitaliers où on soigne des malades atteints de grippe, de toux, de difficultés respiratoires. Je pense que le principe de précaution s'impose, sauf si le docteur et toi a un avis différent du mien. Docteur et toi, qui doit mettre le masque? Je ne vais pas contredire mon confrère. Oui. Dans l'idéal, dans le meilleur des mondes, tout le monde aurait mis le masque. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le masque est une denrée rare. En économie, c'est une denrée rare. Ce n'est pas tous les pays du monde ont du mal à avoir des masques. Même la Chine, au pic de son épidémie, a eu des problèmes à avoir des masques. Elle a dû rappeler des masques à travers le monde. Vous avez suivi l'anecdote des masques qui ont été envoyés en Italie, oui. Et tout ça, qui ont été détournés par un autre pays de l'Union européenne. Donc les masques sont une denrée rare et malheureusement, il faut choisir par ordre de priorité qui doit porter le masque. Comme le docteur Ngoula l'a dit, en priorité, c'est le personnel soignant,
les malades. Mais évidemment, si vous avez l'opportunité d'avoir des masques que vous vous retrouvez dans une zone bondée de monde, au milieu de personnes à risque, peut-être des gens qui viennent d'un pays à risque, si vous avez l'occasion de porter un masque, il ne faut pas hésiter. Dr Ngoula, vous dites que les Camerounais n'ont pas pris la mesure de la chose. Ça, vous me le disiez en off avant cette émission. Alors que la situation est grave. Pourquoi vous en arrivez à cette conclusion? Je vais dire tout simplement que il y a des pays comme l'Italie qui en février était encore à 21, 50, 100 cas de patients contaminés et qui aujourd'hui sont à plus de 5000 morts. Quand on sait que ce virus, un patient contaminé peut contaminer 2,8 à 3 personnes, on peut imaginer la rapidité de la propagation. Si vous suivez l'évolution, quand vous voyez les postes du ministre de la Santé, nous sommes à 56 cas ce matin, ce soir. Quand on voit le comportement des Camerounais, on a l'impression qu'il s'agit de quelque chose qu'ils n'appréhendent pas et qu'ils ne mesurent pas. Et pourtant, le virus est là. Il s'agit d'un virus très dangereux et que personne ne connaît vraiment. Je pense que chaque jour, la science va évoluer et essayer de découvrir ce que ce virus est capable de faire. Mais dans les habitudes des gens, les mesures de distanciation, les mesures de protection, on a vraiment l'impression que nous n'y sommes pas encore. Quand vous passez dans les marchés, vous voyez les mototaximans qui continuent à porter 3 personnes, on est loin du 1 mètre de sécurité. Donc je pense qu'il y a un énorme travail d'information et de communication, mais ce n'est pas un travail qui doit être fait dans 15 jours. C'est un travail urgent parce que demain, à mon avis, il va être un peu tard. Ok. Docteur Etoua, le docteur Ngoula vient de dire que ce virus, personne ne le connaît véritablement. Ça veut dire quoi? Que nous sommes tous condamnés à mort? Il faut dire que c'est un virus. Il est connu depuis. Oui. Le coronavirus, ce n'est pas un virus qui est né aujourd'hui. Il est connu il y a 20 ans, 30 ans. Mais c'est la forme mutante, récente, qui inquiète les scientifiques, qui est apparue en Chine, dans la ville de Wuhan. Oui, à la fin de l'année 2019. Donc c'est un virus mutant qui est très fluctuant, et que les scientifiques n'arrivent pas. Jusqu'aujourd'hui, je pense qu'on a encore la phase du séquençage du gène, on n'arrive pas encore à maîtriser, parce qu'on dit que c'est une fusion, en réalité, d'un virus, le SRAS, avec le coronavirus, et tout ça, dans une autre nomenclature, on appelle le virus SRAS-CoV-2. C'est-à-dire que le nom scientifique, c'est un croisement. Ceux qui élèvent un peu les chiens et tout ça savent qu'il y a des croisements. On peut faire un croisement entre un berger allemand et je ne sais pas, et tout, un Rottweiler et tout. Oui. Donc ce virus est issu d'un croisement entre 2 virus. Et donc il est donc méchant, pour parler un peu comme au quartier. Et donc les scientifiques sont encore en train de l'étudier. Et c'est pour cela qu'on est en train de tester toutes sortes de traitements et tout ça là, mais on n'arrive pas encore à le maîtriser. Voilà, Dr Ngoula, vous êtes tous les deux pour une notion qui revient de plus en plus, le confinement total. Au regard, prenons les 48 heures au Cameroun. On a vu des deuils, des funérailles, des regroupements même pour des activités sportives. Les Camerounais ne prennent pas toujours au sérieux cette affaire? Je pense que la décision du confinement total est une décision qui ne peut pas être prise par le docteur Ngoula ou par son confrère docteur Etoua sur le plateau d'Equinox TV. Nous sommes des techniciens de la santé et nous avons l'obligation de tirer les sonnettes d'alarme. Voyez-vous, quand des pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne ont leur système de santé saturé à ce jour, quand on vous dit qu'il y a 1400 personnes en réanimation dans la France, malgré tous les efforts du gouvernement, et ces efforts doivent être salués, les efforts du Premier ministre avec les 13 mesures, le ministre de la Santé et les hautes instructions du chef de l'État qui a demandé ce conseil interministériel, et la vérité reste que
nous n'avons pas les moyens d'atteindre la saturation de notre système sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous nous retrouvons en situation où il faut 500 malades sous respiration artificielle, je ne pense pas que nous avons les moyens de le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut utiliser d'autres moyens. De toute façon, le traitement de cette maladie, c'est un virus, c'est une maladie virale, donc il n'y a pas de médicaments efficaces pour l'instant. Ce sont des traitements symptomatiques, réhydratation, vitamine C, antipyrétique, paracétamol. Donc ce que nous avons à faire, c'est au-delà de cette distance de 1 mètre, au-delà du gel, au-delà de tousser dans son coude, il faudrait que les gens restent chez eux. Et je ne vois pas comment les gens vont rester chez eux en continuant à aller travailler dans le système de fonctionnement et d'organisation que nous avons ici. Moi, je pense, et je vais avoir le courage de le dire, qu'il faudrait un confinement total. Il faudrait que pendant 1 mois, les Camerounais restent chez eux. C'est sûr que c'est difficile à imaginer, c'est sûr qu'il va falloir accompagner ça de mesures exceptionnelles, mais dans le gouvernement de la République et autour du Premier ministre et des ministres, il y a des spécialistes qui sont là pour ça et qui vont réfléchir pour trouver les mesures d'accompagnement. Mais je ne peux pas imaginer qu'on puisse venir à bout de ce qui arrive sans que les gens ne restent chez eux pendant 30 jours. Docteur Edouard, vous également, vous êtes pour le confinement total? Alors, il faut, avant de se prononcer pour une telle décision aussi extrême, il faut évaluer ses moyens. Oui. C'est-à-dire, on a le Avons-nous les moyens Voilà, c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que nous avons le coronavirus que nous avons sous les bras. Quels moyens avons-nous? Quel est l'état de notre système? Quel est l'état de riposte de notre système? Nous avons vu cette maladie, comme il a dit, terrasser des systèmes de santé français, italiens, espagnols, américains. Après, ramenons ça. Non, là, je ne parle pas d'hôpital, je parle de système de santé. Et quand on parle de système de santé, il faut premièrement, évaluer d'abord la capacité de notre plateau technique des hôpitaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a un afflux de malades, comme il a dit, on dit en Italie, il y a à peu près 6000 places en réanimation qui sont toutes saturées. Bon, si vous ramenez ça à l'échelle du Cameroun, je n'ai pas envie de donner les chiffres, mais vous pouvez diviser ça au moins par 1000 ou par 600 000 si vous voulez. Donc, pour voir un peu la proportion du Cameroun. Est-ce que nous avons les moyens? Je ne suis pas sûr. Après la question des plateaux techniques ou des hôpitaux, il y a la question des ressources humaines. Est-ce que nous avons les ressources humaines capables de pouvoir gérer ça, de pouvoir faire face à cette pandémie? C'est un peu difficile. Ces pays dont on parle aujourd'hui, les réanimateurs sont complètement saturés. Ceux qui sont vivants, en fait, sont complètement saturés. Si bien qu'aujourd'hui, en Italie ou en France, qu'est-ce qu'on voit? Quelles sont les professions qu'on voit dans les salles de réanimation? C'est des gynécologues et c'est des urologues. Ça dit complète. On a même ramené des médecins en retraite, et tout cela qui sont... Bon, après, ramener aussi cette situation à l'échelle du Cameroun. Combien de réanimateurs tout le pays en a? Tout ça, je n'ai pas envie de donner les chiffres, mais vous pouvez imaginer que c'est en quantité extrêmement suffisante. Maintenant, sur la question même de la formation, aujourd'hui, comme je le dis, personne n'est formé sur ces ressources humaines. Personne n'est formé à la prise en charge de cette maladie. On a vu aujourd'hui que même en Italie, la Russie a dû envoyer 6000 médecins militaires virologues parce qu'eux-mêmes n'étaient pas préparés. Donc, donc, la quantité, la qualité, la formation des ressources humaines et tout ça est un problème. Après, il y a la question de la motivation des ressources humaines. En Italie, on a multiplié par 10 les salaires des médecins qui sont au front contre le coronavirus. Peut-on imaginer cette même situation ici dans notre pays? Après, il y a la question même de la protection des ressources humaines. Tous les médecins qui sont au front en Occident sont en train de mourir du coronavirus, tous, alors qu'ils ont déjà le matériel adéquat de protection et même de surprotection. Jusque-là, le personnel de soins meurt comme des mouches. Donc, imaginez la situation ici dans notre pays, c'est complètement difficile. C'est pour ça que je voudrais... Donc, docteur, je finis juste. Oui. Après, donc,
les plateaux techniques, les ressources humaines, il y a la question du financement. Aujourd'hui, on va édicter un certain nombre de mesures de la santé, mais comment on finance? Comment? Aujourd'hui, quand on avait voté le budget du ministère de la Santé en décembre et tout, est-ce qu'on n'avait pas prévu le coronavirus et tout ça? Il y a la question de la mortalité maternelle, du paludisme et tout. On ne va pas prendre ce budget pour affecter au coronavirus. Donc aujourd'hui, il faut trouver des ressources alternatives urgentes. J'ai par exemple vu une initiative en Mauritanie où les hommes d'affaires se sont cotisés et ils ont mis 8 millions de dollars sur la table pour dire ça c'est notre contribution. Est-ce qu'à l'échelle du pays on peut imaginer une contribution citoyenne, une espèce de coup de cœur? Oui, ça a commencé. Hein, une espèce de coup de cœur. Le ministre de la Santé reçoit des enveloppes. Exactement. Donc on doit créer un fonds urgent où tout le monde, des entreprises citoyennes, des donateurs internationaux et même des citoyens lambda peuvent contribuer à ce fonds pour soutenir. Après, donc, le financement, il y a la question du système d'information sanitaire. C'est-à-dire, comment l'information... Aujourd'hui, on a l'information sur le coronavirus grâce au tweet du ministre. Oui. Alors, comment savoir si quelqu'un... Aujourd'hui, il y a une vague, un avion qui est arrivé là, avec plein de gens et tout. Il y a des gens qui sont allés se cacher. Pourquoi on les repère pas à Nitoukou, à machin, dans des villages? Comment on sait celui-là s'il a le corona? Donc l'information, comment l'information descendante, c'est-à-dire les instructions du ministre, est-ce qu'elles arrivent jusqu'en bas? Et les cas qui sont l'information qui vient d'en bas, est-ce qu'elle remonte jusqu'en haut? Et là, c'est un problème. Après, le cinquième point, c'est la question du médicament. Aujourd'hui, on a ce virus sur les bras. On le soigne avec quoi? Vous connaissez la polémique, on va peut-être revenir sur la chloroquine et tout. Oui. Et même si on trouvait le médicament aujourd'hui, après on fait comment pour l'acheminer auprès des soignants? Vous connaissez avec la fermeture des frontières, tout le système est fermé. Comment on va avoir les médicaments? Mais je veux rebondir. Oui, parce que le docteur et toi a fait une très belle démonstration et j'adhère, mais la conclusion de cette démonstration devrait être de dire confinement total. C'est là où je vais... Parce que si le docteur démontre avec beaucoup d'emphase que notre système de santé ne peut pas accueillir tous les malades qui vont arriver, ben, il faudrait juste faire une chose, éviter que ces malades arrivent. Et pour éviter, il faudrait le confinement. Il a soulevé des problèmes importants. En Italie et ailleurs, nous avons vu des médecins chinois, des médecins cubains arriver. Nous ne devons pas attendre pour arriver à cette situation. Je pense que des grandes nations se manifestent et se découvrent face à des difficultés comme celle-ci. Il y a des décisions importantes qu'il faut prendre. Et je pense que chaque jour qui passe va nous rattraper dans la recherche des solutions. Je le dis de manière sincère, nos plateaux techniques, qui ne sont pas mauvais, nos médecins, qui sont qualifiés, notre personnel soignant, qu'on salue parce qu'ils font déjà beaucoup d'efforts, ne peuvent pas gérer une épidémie de coronavirus. C'est impossible. Le docteur a parlé des appareils de réanimation. Au-delà des appareils de réanimation, il faut des sondes d'intubation, il faut des laryngoscopes, il faut de l'oxygène. Très rapidement, on va être débordé. Et au-delà de ça, il y a autre chose. Il y a tous ceux qui vont décéder. Comment nous allons les gérer? Ces patients, on ne les met pas à la morgue. Il faudrait les enterrer dans les 48 heures. Il faudrait les incinérer tout de suite. Alors, avant qu'on arrive... Est-ce que c'est dans nos habitudes? D'abord, ce n'est pas dans nos mœurs. C'est un problème, d'abord, logistique, parce que nous n'avons pas de crématorium pour les brûler. Il y a un du côté de Bois-des-Singes. Oui, mais vous savez, ce qu'on va dire, hein, c'est que si on arrive à une situation où nous avons 25 morts par jour, ce sera une catastrophe. Alors, à partir du moment donné où tout le monde semble quand même être d'accord qu'il faut faire quelque chose, au-delà des 13 mesures que nous saluons, que le Premier ministre a données, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et j'ai lu le tweet de Calix Beyala disant que nos populations sont jeunes et que ceux qui décédaient en Europe étaient des gens qui avaient un certain âge. Oui, mais il ne faut pas oublier que nous avons aussi ici des hypertendus, des gens qui ont le diabète, des gens qui ont le cancer, des gens qui ont le VIH, des gens qui sont drépanocytaires. Donc tout ça, ce sont des patients, même s'ils n'ont pas 70 ans,
restent quand même des patients. Des personnes mal nourries. Et on pose la question, oui, confinement total, et qu'est-ce qu'on fait? Le président Macron disait, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il a dit plus de 3 fois. Au Cameroun aussi, je pense que nous sommes en guerre. Et en situation de guerre, il faut utiliser des méthodes qui sont connues. On a réquisitionné les hôtels. Si nous sommes en guerre, on va réquisitionner les voitures des gens, on va réquisitionner les stocks de riz. Vous parlez d'ici à Douala, il faut réquisitionner l'hôpital La Quintini. Je dirais oui, parce que on ne peut pas, dans une ville comme Douala, continuer à laisser que les malades se retrouvent dans tous les hôpitaux et dans toutes les cliniques privées ou publiques. Je pense qu'il faudrait un centre unique où tous les malades vont se retrouver là-bas. Maintenant, nous avons à Douala quand même des hôpitaux de district, Bonassama, New Bell, Deido. À l'Utième, il y a des cliniques privées où les malades, les communs, pourront y aller. Mais je pense qu'il faudrait centraliser tout cela. L'expérience que j'aurais proposée, c'est de dire, l'hôpital La Quintini, tous les malades qui y sont, on les transfère ailleurs et on garde cet hôpital. Nous avons 10 jours, 15 jours devant nous avant que cette affaire n'arrive vraiment. On capacite le personnel qui est là. On essaye de mieux organiser. Je sais que le professeur Ndjok fait déjà beaucoup d'efforts, on le salue, mais nous pensons qu'il faudrait une action beaucoup plus forte. Le confrère a parlé des moyens. Oui. L'État est là. Les budgets, oui, les budgets sont faits, mais s'il faut aller prendre dans le budget de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, du tourisme, ce n'est pas mon rôle, mais il y a des techniciens autour du Premier ministre. S'il faudra trouver 50 milliards... Nous sommes en guerre, comme vous dites. Et puis, on peut aller puiser ailleurs. Nous avons eu la crise du Nozo. Oui. Nous avons eu les déplacés. Nous avons eu des contributions citoyennes qui sont allées très loin. Nous avons vu des Camerounais qui ont donné 100 millions. Oui. Et vous dites que ces initiatives ont commencé. Je pense qu'il faudrait prendre des mesures fortes. On ne paye pas pendant 1 mois la lumière, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas l'électricité, on demande aux bailleurs de ne pas réclamer les loyers pendant 1 mois. Il faut leur parler. Hein. Et on met un système de distribution de vivres. Nous avons des mairies. Avec des maires qui sont proches des populations, nous avons des chefs de quartier, nous avons des autorités administratives. Je pense que tout ça peut se gérer, mais ce qu'il faudrait retenir ce soir, c'est qu'en attendant que ceux qui doivent prendre la décision, c'est-à-dire le président de la République, le Premier ministre, ne la prennent, que les gens restent chez eux et évitent de sortir quand ce n'est pas nécessaire. Ceux qui peuvent faire des courses pour 1 semaine, ils n'ont qu'à faire des courses. Mais les mesures de distanciation, c'est très bien. Mais la meilleure des protections, c'est de rester chez soi et d'attendre que les mesures soient prises. Oui, docteur Etouard, il y a le confinement en Italie, en France, mais tous les soirs, on fait un bilan. Toujours encore plus de morts. Comment comprendre ça? Est-ce que le confinement, dites-nous, qu'est-ce que le confinement a de particulier? Il faut savoir qu'en santé publique, quand on veut résoudre un problème, vous avez 2 voies. Vous avez la voie de l'information, l'éducation, la communication, ce qu'on appelle l'IEC. Aujourd'hui, on appelle la communication pour le développement, c'est-à-dire sensibiliser les gens et tout. La deuxième voie, c'est les mesures institutionnelles. Tout ça qu'il faut prendre, que l'État, parce que les gens sont, à un moment, la sensibilisation ne suffit pas, il faut prendre des mesures. Je prends le cas à l'époque de l'iode. À l'époque, on disait il faut manger toujours du sel iodé, on fait des sensibilisations. À moi, ça ne suffisait pas. Après, on a pris une mesure institutionnelle, on a dit tout sel qui n'est pas iodé est retiré du marché. Et après, on a iodé le sel, et après, tout le monde... Et après ça, tous les cas de goitre, de rachitisme, et tout ça là ont régressé. C'est ce qu'on appelle une mesure institutionnelle. Et donc, dans le cadre d'une maladie, d'une épidémie comme le coronavirus, il faut allier les deux. La sensibilisation, c'est-à-dire de dire quand même aux gens, c'est-à-dire que vous savez, l'épidémie, pourquoi l'épidémie paraît si faible dans des pays comme le Japon, la Russie, l'Italie, je veux dire, excusez-moi, la Suisse et tout ça, la Suède. Pourquoi? Parce que ce sont des pays où les populations sont extrêmement civilisées, rigoureuses. J'allais ajouter Israël, où tout enfant, même en bas âge, est déjà sensibilisé à toutes sortes de menaces
nucléaire, biologique et tout. Donc, il suffit qu'on lui dise qu'aujourd'hui, tu ne touches pas quelqu'un, tu restes à plus d'1 mètre, tu ne touches personne, tu ne salues personne, tu ne te rapproches de personne. Il intègre ça très facilement parce que ce sont des populations qui sont déjà ordonnées, civilisées. Mais vous voyez, l'épidémie progresse dans les pays où il y a extrêmement de l'anarchie. Nous connaissons la France, vous arrivez en France, Château Rouge et tout ça, machin, sont des... Boulevard Barbès. Il y a un désordre, il n'y a pas de différence avec le marché Mokolo. Et tout ça, l'Italie, c'est la même chose. Donc, les pays où il y a extrêmement, où cette épidémie progresse de manière fulgurante, ce sont des pays indisciplinés parce que la crise du coronavirus, c'est également une crise de la discipline. Donc, les pays ne sont pas disciplinés. Donc, où il y a de la discipline, on peut juste mettre en œuvre la sensibilisation. Mais où il n'y a pas, il faut mettre en œuvre des mesures institutionnelles, telles que cette mesure qu'on sollicite, que les experts de la santé préconisent, le confinement. Parce que en médecine, il y a ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Ça veut dire que pour qu'on te prescrive du paracétamol ou de la chloroquine, il faut qu'on soit sûr que ça a marché ailleurs. Qu'on a publié des études où on a dit que sur 10 000 personnes, on a prescrit ces médicaments et ça a marché. En santé publique, on appelle ça evidence-based policy. C'est-à-dire des politiques publiques qui ont marché ailleurs. Donc, on ne réinvente pas la roue. Ça veut dire qu'on dit, si le confinement a marché en Chine, au Japon, en Corée, en Russie, évidemment, on transpose pour dire que machin. Donc, ce n'est pas quelque chose où quelqu'un va se rester, il va dire que non, le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun n'est pas le Cameroun. Le Cameroun doit se comporter comme les autres pays dans le monde. Et je vais aller plus loin. Je voudrais aller plus loin. Vous voyez l'exemple de l'Angleterre. Au début, ils n'ont pas voulu suivre et se mettre dans le train des mesures européennes. Et ils essayaient, avec la Hollande, de mettre en place ce qu'on appelle l'immunité collective. L'immunité collective, c'est de dire, bon, tout le monde se balade, le virus va rencontrer XY, et puis tout le monde va faire des anticorps. Sauf que dans une période d'épidémie et de pandémie, où le virus se multiplie à la vitesse qu'on connaît et on a des morts, le temps de développer les anticorps, c'est quand même 15 jours à 3 semaines. Résultat, aujourd'hui en Angleterre, ils sont en train de faire marche arrière, et ils ferment les pubs, ils ferment les restaurants, et ils sont petit à petit en train d'aller vers le confinement. Comme dit le docteur et toi, on ne va pas inventer le fil à couper le beurre. Si ailleurs, c'est par le confinement, c'est pas par la réanimation, c'est pas parce qu'on a mis 100 personnes sous le respirateur que le virus va s'arrêter. Le virus ne s'arrête que quand il ne passe pas d'un individu à un autre. Un point, un trait. Et il faut casser cette chaîne de contamination. Et pour la casser, c'est vrai qu'il y a le gel, c'est vrai qu'il y a les gants, c'est vrai qu'on tousse dans son coude, mais le moyen le plus sûr aujourd'hui et peut-être le moins cher, c'est de rester à la maison. Parce que quand ce virus va arriver, il y aura une modification complète dans l'économie, dans la gestion des hôpitaux et dans la vie des familles, parce qu'il faudrait quand même qu'on s'apprête à ce que nous allons avoir des morts. Et nous allons devoir gérer nos morts. Nous avons l'habitude d'aller enterrer nos morts dans nos villages. Nous allons enterrer nos morts là où ils sont morts. Nous n'allons pas voir nos morts. Donc, c'est tout ce changement qu'il faudrait préparer. Et moi, je le redis avant de passer la parole au docteur, la seule solution pour moi ce soir, c'est que le gouvernement, la République... Avant vendredi je ne suis pas membre du gouvernement et je ne suis pas président de la République, mais je pense qu'il y a urgence. Il y a urgence. Je vais expliquer le mécanisme du confinement. Parce que on entend confinement et tout ça, peut-être que c'est une vue de l'esprit. Alors, comment ça marche, le confinement? Quel est le mécanisme? Alors, il est prouvé que pour casser une infection comme celle-là, il faut que le taux de reproduction de l'épidémie soit inférieur à 1. C'est-à-dire que il faut que, comme le docteur l'a dit, le coronavirus, une personne peut transmettre à peu près à 3 personnes. 3 personnes. Au moins. Et donc, on s'est dit, avec le confinement, que les interactions humaines sont divisées par 4. C'est-à-dire que si vous ne sortez pas, vous n'allez pas monter sur le moto-taxi, vous n'allez pas saluer un collègue, vous n'allez pas entrer dans un ascenseur, vous n'allez pas appuyer le bouton de l'ascenseur, vous n'allez pas après on ne va pas venir ici ouvrir la porte, tout ça, vous n'allez pas tourner au dos. Vous allez casser, vous allez diviser les interactions humaines par 4. Si vous divisez les interactions humaines par 4,
alors vous êtes susceptible de transmettre à moins d'une personne la maladie. Et si tout le monde le fait, l'épidémie s'arrête au bout de quelques jours. Et donc, c'est ça, en fait, le mécanisme. Docteur Ngoula, venons-en à ce débat sur la chloroquine. C'est quoi le problème? C'est le médicament miracle? Non, je ne pense pas que ce soit le médicament miracle. Si c'était le médicament miracle, je pense que tous les pays européens, la Chine, les États-Unis, la Corée, le Japon, tout le monde l'utilise. Pourquoi ce débat donc autour de la chloroquine? Vous savez, les scientifiques, ils ont cette habitude d'avancer et de ne pas avancer. Ce que je voudrais dire, c'est que quand j'étais étudiant en médecine, en Belgique, le professeur Van Ypersel de Striou avait déjà montré que la chloroquine avait un effet antiviral. Et il s'agit d'un virus. Je ne vais pas ici contester les qualités de ce grand virologue marseillais. Ce qu'on va dire ce soir, c'est que nous sommes encore au stade d'études. Le Premier ministre a sorti d'ailleurs une note là-dessus en préconisant l'extrême prudence. Pourquoi? Le ministre de la Santé? Le ministre de la Santé, je veux dire. Parce que nous avons vu des ordonnances de médecins où c'était marqué à titre préventif. Non. Si un malade est en réanimation et que son pronostic vital est engagé et qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on a essayé beaucoup de choses et que dans les cabinets ou dans les centres de recherche, on est en train d'étudier une association de molécules et qu'on l'essaye et que ça marche sur 1, 2, 3, 4, ce n'est pas encore une étude à grande échelle. Il faudrait attendre que cette étude soit publiée. Et je voudrais dire aux Camerounais qu'à titre préventif, ça ne sert à rien de se mettre là-dessus. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'il y a des effets secondaires importants. Il y a des problèmes cardiaques avec des arrêts cardiaques et morts subites. Il y a des problèmes oculaires. Donc je pense qu'il faudrait être très prudent. Ce qu'il faudrait dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce qu'il existe le médicament du palu qu'on n'utilise plus les moustiquaires ou qu'on n'enlève plus les flaques d'eau. Oui. Nous avons un virus. Nous n'avons pas encore de solution. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. C'est un virus. Le virus, il mute. Il n'y a personne qui peut prouver à ce stade que ce virus qui arrive au Cameroun sera le même dans 3 mois. Donc, ce n'est pas une polémique. Il y a des études, il y a des chercheurs de très haut niveau qui sont en train d'essayer de trouver la solution. Le cas spécifique de la France et de Marseille, je ne pense pas que nous devrions le copier. Maintenant, il y a des études chinoises qui sont en train d'être faites sur ce sujet. Nous attendons le résultat des études parce que nous sommes des scientifiques et ce n'est que comme ça que nous fonctionnons. Mais il faut dire aux Camerounais, parce que j'entends des gens dire « Oh, c'est pas grave, nous avons déjà le médicament ». Non, il n'y a pas de médicament contre le coronavirus. En tout cas, en l'état actuel, sauf si le docteur et toi... Docteur et toi, c'est la prudence qui est de mise, qui reste de mise? Bon, moi, je pense que... Par rapport à la chloroquine? Je pense que oui, c'est la prudence, parce que je suis quand même assez perplexe. On a comme l'Italie où il y a près de 600 morts chaque jour. Est-ce qu'ils sont ignorants que la chloroquine existe? La France, c'est 400 morts chaque jour. Est-ce qu'ils ne savent pas? Les États-Unis, c'est presque 500 morts chaque jour. Est-ce qu'ils ne savent pas? Donc, je suis assez perplexe. Moi, je le dis, vous savez, en médecine, il y a ce qu'on appelle également le placebo. On peut vous donner un remède. Je peux vous donner, vous souffrez, je ne sais pas quoi, de palu. Je peux vous donner un remède anti-hypertenseur. Oui. Mais si je vous dis que ce médicament va vous soigner le palu et que vous avez confiance, il y a quand même une chance que vous guérissiez. On appelle ça le placebo. Et donc, quand parfois on veut mettre un médicament sur le marché, on fait donc des comparaisons. Si la population qu'on va soigner avec le nouveau médicament sera plus traitée que la population qu'on va traiter, qui va être guérie avec le placebo. Donc, on fait donc des études comparatives et tout ça là. Ceux qui sont médecins savent qu'ils sont tout le temps harcelés par les délégués médicaux. Ils ont dit que ce médicament-ci, il est supérieur et tout ça parce que... Et tout. Donc, il faut quand même être prudent. Parce que en période d'épidémie, il y a beaucoup de populisme. Tout le monde veut tirer son épingle du jeu. Il faut faire très attention. Et après, il faut savoir comment ça a été traité en Chine, qui aujourd'hui... devient la référence. Ouais. Premièrement, c'est la discipline. Quand on a dit confinement de Wuhan, alors tout était confiné. Ouais.
ils ont organisé le confinement, personne ne sortait de chez lui, mais ils ont pu organiser une chaîne logistique pour que, et tout ça là, avec l'armée et tout ça, pour que les gens ne meurent pas de faim et tout. Deuxièmement, c'est le traitement antivectoriel, le traitement phytosanitaire. Toutes les rues, les maisons et tout ça là étaient traitées. Justement. Vous avez vu, elles étaient traitées. On a traité l'atmosphère, on a traité l'environnement, on a traité les maisons et tout ça là pour assécher le virus circulant dans l'air. Troisièmement, c'est l'intelligence artificielle. On a mis de l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'ils ont mis des applications au point où tu es là à ton téléphone, s'il y a quelqu'un qui est contaminé ou qui approche là, vous êtes alerté qu'il y a quelqu'un qui vient et après ça vous disparaissez. Vous savez, les gars ils sont up to date. Ils sont up to date. Bon, donc ce sont ces trois. Évidemment, ils ont construit un hôpital à la vitesse supersonique où ils ont 10 jours. Voilà, où ils ont géré à tous les problèmes de réanimation et tout ça, des cas qui ont pu réchapper de tout leur système qu'ils ont mis en place. Donc, c'est ça. Il n'y a pas eu parce que les scientifiques, il n'y a pas eu de chloroquine là-bas, il n'y a pas eu d'azithromycine, on n'en a pas entendu parler. Donc aujourd'hui, on dit un lugubre, en fait, un professeur, un virologue, un infectiologue, oui, mais de grande notoriété. Mais il faudrait quand même rassurer les Camerounais. 80% des patients qui vont rencontrer le virus ne vont pas forcément faire la maladie. Mais il reste des personnes qui peuvent transmettre la maladie. Donc, l'urgence ici, ce n'est pas d'aller acheter la chloroquine et un antibiotique, non. L'urgence, c'est comme a dit le docteur, c'est de casser la chaîne de transmission. Je pense que c'est la 6e ou 7e fois que je le dis ce soir. Mais tant qu'on n'aura pas décidé de casser la chaîne de transmission. J'ai entendu des gens dire qu'il fallait fermer les routes entre Douala et Yaoundé ou entre Douala et Bafoussam. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fermerait pas aussi entre Douala et Bertoua et après entre Douala et Maroua? Non, comme a dit le docteur Etoile, quand on parle de confinement, tout s'arrête. Et si tout s'arrête pendant 30 jours, le virus va faire marche arrière. Il ne passera pas de vous à moi, ou bien de moi à vous, de vous à votre femme, de votre femme à sa sœur. C'est une chaîne extraordinaire. Et je répète, une personne contamine 2,8 à 3 personnes. Nous sommes à 56 cas. Il faudrait retenir que ce soir, nous sommes à 56. On se donnera rendez-vous dans 3 semaines. Dans l'étude du ministre, c'est soir en soirée. Non, très tôt le matin. Nous donnons rendez-vous dans 3 semaines. Et vous verrez à combien de cas nous serons. Si les mesures évidentes, obligatoires et indispensables ne sont pas prises. Il n'y aura pas de demi-mesure. On devra arriver à celle-là. Oui, docteur Etoile, le gouvernement a quand même pris un certain nombre de mesures, mais on constate que les Camerounais, c'est pas trop leur fort. Ils choisissent des mesures. On sait quand même qu'il y a des coins où à 18h les bars sont fermés. Mais il reste ce phénomène de rassemblement de plus de 50 personnes. Les bars sont fermés, la porte centrale est fermée, mais les gens entrent par derrière. Oui, ça veut dire quand vous prenez une telle mesure, il faut mettre en place des mécanismes de respect et de coercition. Ça veut dire que dire juste comme ça que ne fermez pas, après 18h fermé, ça ne suffit pas. Il faut mettre en place des mécanismes de coercition. Ça peut être par la force, ça veut dire que vous jetez l'armée et tout ça là dehors, ou par la loi, vous collez des amendes et tout ça là aux gens. Tant qu'il n'y a pas un mécanisme de coercition ou de pénalisation, de contrainte, ces mesures, elles ne seront pas respectées. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on estime que l'un des chaînons manquants de la stratégie nationale de lutte contre la guerre, c'est l'armée. C'est l'intervention de l'armée. Vous voulez que l'armée intervienne, hein? Oui, à plusieurs titres. Premièrement, d'abord, pour faire respecter ces mesures de confinement et tout. Deuxièmement... On n'en est pas encore là, un confinement, hein, docteur. Pour faire respecter au moins ces mesures, parce qu'il faut sillonner les quartiers. Quand je dis l'armée, ça commence à renforcer. Il y a la gendarmerie. Il y a les forces de maintien de l'ordre. Il y a la police. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut renforcer ça. Mais le docteur l'a bien dit. Je vais finir avec la question de l'armée pour dire que, en plus, la médecine militaire doit intervenir. Aujourd'hui, comme le docteur l'a dit, probablement les capacités des hôpitaux civils vont être dépassées. Et tout le monde sait que la médecine militaire est l'une des meilleures au monde.
tout ça. Elle est disciplinée, elle est ordonnée, elle est bien équipée. Donc aujourd'hui, la médecine militaire, soit c'est l'hôpital militaire, soit on mettait des campements de santé militaire. Et tout ça pour pouvoir déjà prévoir l'afflux de malades qui... Un peu comme on le voit à Mulhouse en France. Oui, Dr Ngoula. Non, je vais donner l'impression que je me répète. Mais nous avons la chance aujourd'hui, avec la télévision, avec les moyens de communication, de voir ce qui se passe ailleurs. Si à Mulhouse, ils sont débordés, si à Paris, ils sont débordés, si en Italie, ils sont débordés, au Cameroun, on sera débordé. Ce n'est pas que le gouvernement ne fait rien. Je pense que le président de la République a pris la mesure de la situation. C'est pour ça que le 17 mars, le Premier ministre a tenu cette réunion interministérielle. Le ministre de la Santé fait beaucoup et il est entouré de professeurs de médecine qualifiés et compétents. S'il a sorti cette lettre aujourd'hui concernant l'association chloroquine azithromycine, c'est bien qu'il est au fait. Mais il y a un pas qu'il faut franchir. Et ce pas, c'est nous les techniciens de la santé qui devons le dire. Maintenant, après la mise en œuvre de ce pas, c'est les forces politiques, administratives, forces de maintien de l'ordre, forces économiques. Mais on ne pourra pas venir à bout de ça sans un véritable sursaut national. Le docteur a parlé d'un fonds. L'État camerounais n'est pas en faillite. Et l'État a les moyens de débloquer 50 milliards de francs CFA et d'affecter à la gestion de cette crise. Maintenant, tous nos opérateurs économiques, toutes nos sociétés, et puis je crois savoir quand même que tous ces dons sont à un moment donné exonérés d'impôts. Nous avons vu en France, quand il y a eu l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, le grand élan de solidarité. Je pense qu'il faudrait que les Camerounais prennent vraiment la mesure de ce qui va arriver et se disent qu'ils doivent changer ce soir leur comportement et leur manière de faire. Ils doivent pas seulement éviter de se saluer. Vous avez parlé des deuils, des funérailles. Je pense que de ce côté-là, on fait beaucoup plus attention. Quand vous voyez dans une ville comme... Et le marché, Dr Ngoula? Ben les marchés, il faut trouver une solution. Marché Mokolo, marché central. Mais je voulais dire, quand vous voyez à Douala aujourd'hui, l'archevêque métropolitain, Monseigneur Kelda, qui prend la Vierge et fait le tour de la ville pour prier, c'est pas parce qu'il s'agit d'un petit paludisme qui est en train de se préparer. C'est parce qu'ils ont des renseignements. Le Vatican est en confinement. L'Italie souffre. Le Cameroun va souffrir. Et nous avons l'avantage de pouvoir copier et imiter et même améliorer ce qui est fait ailleurs. Je reviendrai là-dessus jusqu'à la fin de l'émission. Les marchés, ben oui, et comme disait le docteur et toi, ben il faudrait que les forces de maintien de l'ordre interviennent. On ferme les marchés? Non. Parce que là, c'est jusqu'à... Quand le gouvernement prendra les mesures qu'il faudra, on verra quelles sont les mesures d'accompagnement. Mais en l'état actuel, il faudrait déjà que les maires d'arrondissement, le maire de la ville, j'ai vu qu'ils se sont réunis à Douala et j'encourage et je félicite cette initiative. Mais il faut qu'ils aillent plus loin. Il y a des agents de propagation, comme a dit le docteur, qui doivent se mettre à tous les carrefours, qui doivent être partout dans les marchés. On devrait vous solliciter, Equinox, Canal 2, CRTV, pour une véritable propagande, pour une information majeure. Nous n'avons pas les moyens au Cameroun, en l'état, malgré notre système de santé qui est bon, nous n'avons pas les moyens de faire face à ce qui va arriver. Ok. Docteur, toi, le 19 mars dernier, le ministre de la Santé a annoncé quand même que les 2 premiers cas étaient sortis de l'isolement, c'est-à-dire étaient déclarés négatifs. Ouais. Il y a quand même de l'espoir? Vous savez, c'est le professeur Sobgui, directeur médical, qui a pris qui a coordonné la prise en charge de ces cas. Et vous avez vu le texte qu'il a publié à la fin. Il a parlé de Dieu. Il a dit que probablement Dieu est intervenu. Vous voyez, un scientifique qui est de haut niveau, qui est l'un des meilleurs médecins du pays, qui a dit que probablement la main de Dieu est intervenue. Parce que, vous savez, les virus, en réalité, ne se traite pas. C'est-à-dire que quand vous avez un syndrome grippal, et tout ça, ça ne se traite pas. Ce qui tue dans le coronavirus, ce n'est pas le coronavirus en lui-même.
C'est-à-dire que lui, il vient, peut-être qu'il vous explose les alvéoles et tout ça, machin. Après, il y a la surinfection bactérienne. C'est les bactéries qui viennent et tout ça, là, surinfecter vos poumons. Après, vous entrez en détresse respiratoire et tout, ainsi de suite. Donc, en réalité, tout ce qu'on fait, c'est du traitement symptomatique. Et tout ça, le médecin l'a dit. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que, on a eu beaucoup de chance. Mais permettez-moi de revenir un peu sur la question même des messages de sensibilisation. Aujourd'hui, le message principal, c'est chez vous et tout, machin. Mais après, il y a un problème. Quand les gens, après, ils font quoi? Aujourd'hui, on est débordé, les médecins, aujourd'hui, par des questions. Docteur, j'ai mal ici à la côte. Est-ce que c'est le coronavirus? Tout le monde et tout ça, c'est le coronavirus. Donc, tout le monde et tout ça là est débordé. Donc, à un moment, il faut passer aussi des messages de simplification, puisqu'on ne peut pas dépister forcément tout le monde, avec des algorithmes. Si vous êtes malade, si vous sortez d'un pays à risque, mettez-vous en confinement. Si vous ressentez de la fièvre, mettez-vous en isolement, attendez 14 jours et tout. Il faut un algorithme avec des informations précises pour que le numéro vert ne soit pas débordé. Même si on met 100 standardistes là-bas, ils seront débordés. Pour que les médecins ne soient pas, les urgences, les consultations ne soient pas débordées. Et parce qu'aujourd'hui, ça a devenu, avec la question, je vous ai dit, de la question de la protection du personnel. Aujourd'hui, quand vous êtes en consultation, quand un malade arrive, il vous dit, docteur, j'ai la grippe, je tousse. Le médecin regarde si la fenêtre est ouverte, s'il peut s'échapper. Parce qu'il n'est pas protégé. Il y a cet afflux parce que l'information n'est pas claire. Il faut fluidifier, clarifier, envoyer des messages clairs à la population pour qu'elle sache ce que c'est que le coronavirus, les signes, s'ils sont malades, où se diriger. Le docteur a parlé aujourd'hui de réquisitionner un seul hôpital. Il ne faut pas que tous les malades se retrouvent partout dans la ville, dans la rue, dans la ville et tout ça. Et l'organisation du système de santé au Cameroun permet ça. Parce que dans toutes les grandes villes des 10 régions, nous avons au moins 2 ou 3 hôpitaux qui peuvent être utilisés. Si vous allez à Yaoundé, vous avez le choix entre l'hôpital central, l'hôpital de la Caisse, le CHU. Vous allez à Bertois, vous avez 2 grands hôpitaux. Vous avez à Saint-Mélima, vous avez un grand hôpital. C'est vrai que le ministre de la Santé a écrit, j'ai lu dans les communications, demandant à certains directeurs de libérer 50 places et de mettre un scanner. Mais 50 places, ce ne sera jamais assez. Pour parler de l'algorithme, comme disait mon confrère, le ministre de la Santé, avec son équipe, ont quand même sorti un document qui est très intéressant à l'intention du personnel de la santé. Mais encore une fois, quand on a 52 malades détectés positifs, il y en a peut-être 20 ou 30 qui ne sont pas allés au centre Pasteur parce qu'ils n'ont aucun symptôme, mais qui sont contaminants, qui peuvent contaminer et passer la maladie. Donc, le chiffre de 52, c'est bien, mais dans quelques jours, on sera à plus de 100. Je ne suis pas un prêcheur de mauvaises nouvelles. C'est la science qui me permet de dire ça. Et la seule réponse, une fois de plus, je vais avoir l'impression d'agacer vos auditeurs, mais c'est le confinement. Et là, comme disait le docteur, les médias doivent, je n'ai pas envie de dire pour une fois, j'ai envie de dire, doivent continuer à remplir le rôle qui est le sien, le leur, c'est d'informer. Il faudrait créer dans toutes vos télévisions une émission « Allô docteur, j'écoute » et inviter un médecin 2 heures chaque jour qu'il réponde aux questions des patients parce que comme dit le docteur et toi, ça part dans tous les sens et il ne faudrait pas que les gens cèdent à la panique. Il faudrait qu'ils puissent avoir la bonne information au bon endroit. Voilà, docteur Etoua, il y a ce fameux vol Air France. Le ministre a dû faire 2 sorties et je crois samedi dernier, parle de sur 65 testés, il y a 13 cas positifs. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Comment on fait pour les retrouver? C'est un problème. C'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais dire que l'extrême mesure où on aurait évité le confinement, c'est que quand qu'on identifie. Il y a un manifeste. Il y a un manifeste. Et il y a une fiche que les gens remplissent.
à l'arrivée. Qu'on identifie, qu'on retrouve ces familles, ces passagers, ces familles, et tout ça, qu'on puisse circonscrire. Mais elles ont déjà été en contact avec la famille, c'est ça, mais oui. la famille avec les amis, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en réalité, quand l'alerte, on a vu ce vol arriver, il ne devait pas être accueilli par des mesures civiles. Je parle encore de l'armée. C'est un cas militaire qui devait les récupérer. On allait les faire ce confinement obligatoire et tout ça là, peut-être dans une base militaire assez fermée et tout. Vous savez, aujourd'hui en Chine, la Chine n'a pas fermé ses frontières. Mais ils ont dit, quand vous arrivez aujourd'hui, quel que soit le pays dont vous venez, on vous met en confinement quelque part et vous payez $100 la journée. C'est vous qui payez. C'est pas l'État. Et donc, et pendant 14 jours. Donc, si tu veux aller en Chine, dans tes prévisions budgétaires, tu dois faire $100 fois 14 et tout ça là pour d'abord te mettre en confinement. On aurait pu mettre dès le départ et toutes ces mesures pour dissuader, parce que j'appelle souvent ce vol le vol de la mort. Quand j'ai vu tout ce monde affluer, ce fameux vol F1, c'est le vol de la mort et tout ça parce qu'ils sont venus. Le ministre dit que c'était un vol à risque. Oui, c'était un vol hautement à risque. Mais bon, je pense que on ne va pas avancer en regardant dans le rétroviseur. Le vol est arrivé. Les gens sont sortis. Il y en a qui sont allés chez eux, il y en a qu'on a pu récupérer. La question, une fois de plus, c'est qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait après-demain? Je pense que, oui, les passagers ne devaient pas descendre. Oui, il y en a qu'on a même mis dans des hôtels. J'ai lu un tweet dans un journal aujourd'hui où il y a un qui était à l'hôtel, il est sorti de l'hôtel. Bon, ça va arriver, ça arrivera encore. Mais la véritable question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ne pas arriver au stade de la France ou de l'Italie? Parce que nous savons, et je le répète, que notre système de santé, bien que performant, sera saturé. Si la France est saturée, le Cameroun sera saturé. Ok. Docteur Itoa, on a eu cet exemple, on va le dire comme ça, de Angela Merkel, 65 ans, qui a décidé de se mettre en quarantaine hier, après avoir sorti les mesures pour l'Allemagne. Pas plus de 2 personnes et les restaurants fermés. Elle a décidé de se mettre en quarantaine parce qu'elle a été en contact avec un médecin testé positif. On revient après, je vous en prie, c'est l'heure du journal. Okay. Docteur, il est déjà là, Cédric Noufélé, bonsoir. Au menu ce soir, Cédric. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous évaluerons les mesures gouvernementales mises en place pour la riposte contre cette pandémie de coronavirus. Sont-elles mises en application dans la ville de Douala et dans d'autres villes du Cameroun? Par exemple, les autorités municipales ont annoncé la construction des bornes de lavage des mains dans les lieux publics et la lutte contre la surcharge dans les transports urbains. Vous verrez que rien n'a été fait jusqu'ici et les populations insouciantes continuent de violer les règles d'hygiène de base pour prévenir contre cette pandémie de coronavirus. Nous parlerons avec des scientifiques, experts camerounais et médecins de renom qui présentent une thérapie choc pour lutter contre la pandémie de coronavirus. D'autres vont même jusqu'à proposer un confinement total. Quelles en seraient les conséquences? Vous les écouterez dans le journal de 20h. Et ce soir, c'est une enquête exclusive sur les circonstances réelles du décès d'un Camerounais tombé gravement malade il y a 1 semaine à Bonapriso. Il est considéré comme un cas suspect de coronavirus qui a succombé à de nombreuses maladies, mais rien ne permet jusqu'ici de confirmer qu'il a été testé positif. Pourtant, il y a une controverse autour de son décès. Nous en parlerons ce soir. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos médecins sur le plateau, le docteur Ngoula et le docteur Etoa. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, monsieur, nous sommes toujours en compagnie du docteur
docteur Ngoula Roger et le docteur Roger Etoile. Docteur Etoile, vous êtes pour le confinement total. Le ministre dit, pour le moment, rien à faire. Il s'appuie sur la rumeur, il faut que ce soit précisé. Ça a circulé dans la journée. Oui, je pense que le ministre... Est-ce qu'on peut éviter le confinement? C'est ça ma question. Bon, je pense que sur le plan purement technique de la santé publique, nous avons dans ce type d'épidémie à peu près 2 voies. La première voie est évidemment celle de l'atténuation. C'est-à-dire qu'on crée une immunité collective. Dans cette voie, on laisse, entre guillemets, le virus circuler dans la population en espérant que la population entrera en contact avec le virus, va résister au virus et développer une certaine immunité pour pouvoir se prémunir en cas de récidive dans l'avenir. Bon. Les avantages de cette voie, c'est que les activités économiques ne sont pas très perturbées et évidemment, elle peut prévenir l'épidémie dans l'avenir. Les inconvénients de cette voie, c'est évidemment qu'il y a un coût humain élevé. Parce que si les populations non vulnérables, des personnes jeunes, solides, n'ayant aucun facteur de comorbidité, peuvent résister au virus et développer des anticorps, malheureusement des personnes fragiles, telles que les personnes âgées, des personnes qui ont certains facteurs de comorbidité, tels que diabète, hypertension, VIH-Sida, cancer, l'asthme, les autres infections et maladies respiratoires, tuberculose, VIH. Donc, ce genre de personnes, eux, ils vont être éliminés. C'est un peu comme une sélection naturelle. Le coronavirus se comporterait un peu comme une pluie torrentielle qui vient tout balayer. Celui qui est fort résiste, celui qui est faible, et tout ça là est balayé. Donc, voilà un inconvénient. Et l'autre inconvénient, c'est évidemment la surcharge des services hospitaliers, notamment de réanimation. Dans des pays qui ont des services de réanimation équipés, on estime que environ ces services sont surchargés plus de 8 fois plus que d'habitude. Et donc, cela, on commence à opérer à peu près des choix discriminants. On dit peut-être des personnes à plus de 60 ans, oui. On ne vous prend pas. Et même dans certains pays comme l'Italie, ce qu'on les médias ne disent pas, c'est que si vous avez la peau noire, on ne va pas vous laisser avec des respirateurs alors qu'il y a un blanc et tout cela qui est couché. Donc, à un certain moment, il y a de la sélection qui s'opère parce que les services sont énormément surchargés. Et donc, il y a un coût humain et il y a un coût sur les hôpitaux. Et après, rien ne garantit également que les personnes qui ont développé, des personnes non vulnérables ne vont pas tomber malades. Ouais. On voit de plus en plus de cas en Italie où des personnes jeunes, avant que c'était les vieux, mais des personnes de 23 ans, 30 ans, 40 ans, qui, entre guillemets, devaient résister au virus, qui tombent de plus en plus malades. Et également, rien ne garantit que des personnes non vulnérables, immunisées, ne vont pas transmettre également aux personnes vulnérables. Donc, la première stratégie, qui est celle de l'immunité collective, et tout ça, l'atténuation. C'est-à-dire qu'on essaye juste d'atténuer la virulence du virus. Est-ce que je pourrais dire quelque chose, docteur? La deuxième, je finis juste la deuxième stratégie, qui est celle de la suppression, qui est dans le confinement. Ça veut dire qu'on supprime le virus, la circulation du virus au sein de la population. Okay. Et là, évidemment, parce qu'on a déjà dit que si on met des stratégies de confinement, on va diviser les interactions humaines par 4 et va diviser également le taux de transmission, le taux de reproduction de la maladie et tout ça là en dessous de 1. Et donc, ça va casser la virulence, la propagation de l'infection. Okay. Maintenant, l'avantage, c'est que, évidemment, l'épidémie entre guillemets plus courte, entre guillemets, si tout le monde se confine, comme au départ la Chine, dès que la Chine a mis le confinement en 1 mois, 4 semaines, l'épidémie
évidemment, c'est arrêté. Et donc, c'est après, maintenant, c'est au leader politique de peser le pour et le contre. Et évidemment, je n'aimerais pas être à la place des décideurs aujourd'hui, parce qu'ils ont la réalité sanitaire d'un côté, la réalité économique. Ils doivent peser le pour et le contre pour pouvoir décider pour les populations. Docteur Ngoula, le ministre dit que pour le moment, il n'est pas question de parler de confinement. Mais il n'exclut pas. Lorsqu'on l'écoute attentivement, il dit que s'il y a des mesures additionnelles, elles seront connues de tous. Ben, je pense que il n'exclut pas, il ne balaie pas du revers de la main le confinement. Le ministre n'a pas exclu le confinement et c'est tout à son honneur. La situation évolue et va évoluer. Nous venons d'assister et de voir l'enterrement d'un de nos amis et je ne peux pas vous cacher ma tristesse parce que Achille Essomé Moukouri, c'était plus qu'un ami, c'était un grand frère et tous ses amis de Bonapriso ce soir sont en deuil. Sa famille, je profite de l'occasion pour adresser toutes les condoléances de tous les amis à sa famille, à ses frères, à ses sœurs. Nous savons que c'est difficile. Achille serait décédé vers 5 heures du matin et on l'enterre ce soir. Je pense que le cas d'Achille doit être un cas qui doit nous servir d'exemple. C'est vers ça que nous allons. Nous n'allons pas nous cacher derrière nos doigts en nous disant de quoi Achille est mort. Si Achille est mort de diabète, d'hypertension ou de paludisme, on ne l'enterre pas le même jour. Si Achille meurt à 5 heures du matin d'une diarrhée chronique, d'un cancer du foie, on le met à la morgue. Si on ne met pas Achille à la morgue et on l'enterre comme on l'a vu, c'est bien qu'il y a des raisons, n'est-ce pas, de protection et de sécurisation des personnes. Donc c'est pour dire que c'est vers ce genre de catastrophe que nous allons. Ces catastrophes qui, en plus du deuil, n'est-ce pas, vont créer un désespoir énorme parce que j'ai une pensée profonde ce soir pour son épouse, pour ses enfants, pour ses filles qui sont en Europe et qui n'auront pas pu faire le deuil de voir le corps de leur père. C'est ça la spécificité du coronavirus, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est mort, personne ne peut voir le corps et le corps ne doit pas être mis à la mort comme tous les autres. Maintenant, pour revenir sur l'immunité collective dont parlait le docteur et toi, c'est bien, mais ça a une limite, c'est qu'il s'agit d'un virus. Et il n'y a personne qui peut affirmer que dans 3 mois, les séquences génotypiques de ce virus seront les mêmes. Et quand on voit le virus de la grippe, chaque année, on vaccine les populations contre le virus de la grippe parce que ce n'est pas le même virus. Le virus de 2020 n'est pas le même virus. Donc rien ne nous garantit que même ceux qui vont avoir une immunité contre ce coronavirus seront immunisés contre la forme qui va se manifester. Donc la prudence du ministre, c'est la prudence d'un gestionnaire politique qui a les éléments en temps réel que lui donnent ses services, puisque le ministre est entouré quand même d'éminents scientifiques. Il y a le professeur Koulachiro qui est une infectiologue. Il y a une société camerounaise d'infectiologie. Il y a des virologues. On a vu le professeur François-Xavier Keumbopi. Donc ce sont des sommités, ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Et ils sont là à la disposition du ministre. Et continuellement, nous savons qu'il lui donne des notes, il lui donne des informations. Peut-être qu'au stade actuel, ce soir, le ministre, le gouvernement pense qu'il n'y a pas de confinement possible. Mais en réalité, la décision reviendra au président de la République. Ce n'est pas le ministre ou le Premier ministre qui prendra la décision de dire que le pays est mis en confinement. Okay. Mais nous, les techniciens, les spécialistes que nous sommes, même si j'ai la casquette d'homme politique, j'ai l'obligation de dire que scientifiquement, comme l'a démontré le docteur et toi, il y a une seule manière de casser la chaîne de ce virus et la chaîne de contamination, c'est d'éviter que ce soir, je ne vous contamine, que vous ne contaminiez votre épouse, que vous ne contaminiez le gardien. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, la prudence, on appelle ça en médecine l'expectative armée. C'est-à-dire que le ministre est là, il a tous les éléments d'évaluation et dans les 24 à 48 heures, croyez-moi, les choses vont bouger et il y a une décision forte qui sera prise parce elle va s'imposer à tous. Docteur Edouard, le personnel de santé dans tout ça, qui est exposé quotidiennement, qu'est-ce qui... on devrait le protéger davantage? C'est le grand enjeu de cette épidémie, un enjeu
qui est encore caché, mais qui est de plus en plus émergent. Vous voyez, si vous êtes dans des groupes, des forats ou des groupes WhatsApp et tout ça des médecins, il y a plein de rumeurs. Aujourd'hui, je vois une rumeur, il paraît qu'il y a un médecin généraliste qui a été contaminé, dans la centrale, il paraît. Il y a plein de rumeurs comme ça. Personne ne peut ni confirmer, ni infirmer, et tout ça là, parce que... Le personnel de santé en France est applaudi tous les 20 heures. Hein. Exactement. En France, tous les 20 heures, ils applaudissent le personnel de Exactement, santé. ça dit que, comme je le dis, il y a, sur la question du personnel, il y a la question de la quantité. Il nous faut du personnel en quantité suffisante. Il y a la question de la qualité, des personnes qui doivent être habilitées, capacitées et même recapacitées pour gérer, pour prendre en charge ce type d'épidémie. Il y a la question de la protection de ce personnel. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous prenez un malade dans un service de réanimation, en réalité, il utilise à peu près 4 tenues de ces combinaisons-là. Il faut 4. Parce qu'il va aller peut-être 3-4 fois, il va faire et tout ça, la ronde, la garde et tout. Donc, tous ces équipements coûtent cher. Aujourd'hui, rien qu'à l'hôpital central, ça coûte énormément cher. Imaginez si on a un afflux, si les cas explosent dans le pays, on va trouver ces équipements où? Donc, après la question de la protection, il y a la question de la rémunération-motivation. Il faut bien rémunérer les professionnels qui sont en charge, qui sont au feu de l'action pour l'épidémie. Et évidemment, la motivation, elle peut être financière, mais elle peut également avoir des petits gestes comme ceux-là, c'est-à-dire où une motivation citoyenne, oui. Où des populations, où les citoyens se mettent à leur balcon tous les soirs. Exactement. Oui. Bon, peut-être ce ne sera pas comme ça, peut-être ce ne sera pas la même forme, parce qu'il ne faut peut-être pas toujours faire du mimétisme. Oui. Mais ça a commencé en Italie. Hein. Oui, mais il faut rémunérer, il faut déjà reconnaître. Aujourd'hui, la communication, les gens, les médecins apprécient de plus en plus peut-être la communication du ministre, parce qu'il disait qu'au départ, elle était peut-être assez frontale vis-à-vis du personnel de soins. Aujourd'hui, il apprécie progressivement et de plus en plus les efforts qui sont menés par le personnel de soins, mais nous aimerions que cette appréciation, cette motivation ne soit partagée non seulement par le ministre de la Santé, le Premier ministre, le président de la République et tous les citoyens. Donc, Tangoula, sur le personnel de santé, les professionnels. Ben voilà, sur le personnel de santé, nous avons suivi ensemble le journal. Et pour venir et pour conforter ce que je pense, il ne s'agit pas d'une grippe simple. Si c'était une grippe simple, le ministre de la Santé ne rappellerait pas rapidement tout le personnel infirmier en voie d'intégration. Nous sommes vraiment en guerre, comme le disait le président Macron. Et croyez-moi, si le ministre de la Santé demande à tout le personnel infirmier de venir rapidement se présenter dans les délégations régionales, ceux qui doivent être intégrés, c'est qu'il a des éléments qui lui permettent de dire qu'il y a urgence. Donc, je reviendrai sur cette affaire de confinement, on y arrivera. Maintenant, concernant le personnel de santé, nous voyons à la télévision comment les Italiens, les Français, à 20h applaudissent. Mais nous voyons aussi ce que ces réanimateurs et ces infirmiers de réanimation disent. D'abord, ils sont surbookés, ils ont trop de travail, ils font 14 à 16 heures sur place dans des conditions presque inhumaines. Et deuxièmement, ils disent, c'est bien de nous applaudir, mais restez chez vous. C'est bien de nous applaudir, mais restez chez vous. Je pense que le meilleur service qu'on rendrait au personnel médical aujourd'hui, c'est de rester à la maison. Les infirmiers, les médecins sont qualifiés, mais quand cette épidémie va arriver, des médecins vont mourir. Des infirmières vont mourir. Il ne faut pas effrayer les gens, mais il faut leur dire la vérité. En France, il y a un gynécologue qui est décédé. Or, ce n'est pas vraiment le travail premier d'un gynécologue, le coronavirus, parce qu'il a consulté, il l'aurait attrapé chez une patiente. À Mulhouse, nous sommes à 2. Donc, nous devrons malheureusement, nous avons l'obligation de voir ce qui se fait ailleurs. Et nous avons, je n'ai pas envie de dire cette chance, mais nous avons devant nous un exemple vivant de ce qui peut arriver et la responsabilité des médecins, des politiques, du ministre, de tous ses collaborateurs, c'est de dire les choses telles qu'elles se présentent. Nous avons suivi le reportage
Nous avons salué les initiatives des maires de ville, mais nous avons aussi entendu les populations qui sont demandeuses. Et contrairement à ce que vous pensez, elles sont informées. Si on leur dit qu'il y a 6 000 morts en Italie, ils se demandent combien de morts il y aura ici. Donc, sans faire dans du catastrophisme et sans vouloir affoler la population, la bonne information est importante. Partant de crise, elle doit être donnée par des professionnels. Il ne s'agit pas d'un débat politique. Il ne s'agit pas de parler de chapelle. Non. Il s'agit du Cameroun tout entier qui est face à un problème national et il faudrait une réaction qui concerne tous les Camerounais. Et là, oui, docteur, et toi? Ça me donne l'occasion, si je peux lancer un appel citoyen à la population camerounaise, de toutes les chapelles politiques, de toutes les régions, de toutes les tribus, de toutes les sensibilités, de toutes les divergences d'opinion. Je leur dis, en ce moment, nous avons un ennemi commun qui est ce coronavirus. Pendant cet instant, si nous pouvons mettre de côté nos batailles, nos bagarres, nos guerres, je pense notamment à celle du Nozo, à peut-être dans la partie septentrionale et tout, les crises politiques, les bagarres politiques, si nous, à un moment, nous pouvions prendre conscience, partager ces messages citoyens, de dire aux gens, voilà une épidémie, voilà comment elle se transmet, restez chez vous, restez à distance les uns les autres, en attendant que la science fasse des miracles. C'est la seule chose que nous pouvons faire pour traverser cette Docteur, et toi, on vous a coupé avant le journal. On devait parler d'Angela Merkel, 65 ans, qui a décidé de se mettre en quarantaine parce qu'elle aurait côtoyé un médecin qui est déclaré positif. J'ai envie de répondre avant docteur et toi. Oui. Quel est le sens de la question? Non. Elle décide de se mettre en quarantaine. Oui, elle décide de se mettre en quarantaine parce qu'elle a été en contact avec quelqu'un de contaminant et de contagieux. C'est un geste citoyen. C'est bien. Pour les autres. Oui, mais pour les autres, pour son mari, pour ses enfants, pour sa population et pour tous les habitants de son pays. Justement. Mais celui qui n'a pas rencontré dans son chemin et dans sa vie de tous les jours le virus ne va pas forcément se mettre en quarantaine. J'aimerais abonder dans le sens du docteur Ngula. Évidemment, le geste de Angela Merkel est un geste de haute responsabilité. C'est-à-dire qu'elle a pris ses responsabilités. Elle était en contact avec un médecin qui a été testé positif et s'est mise en quarantaine pour le bien de la nation. Et donc, nous devrons appeler tous les citoyens, de quelle catégorie sociale ils soient, pour avoir ce sens élevé de la responsabilité. Par contre, vous me permettrez quand même, étant médecin, ayant une haute idée, une haute opinion de l'éthique, de la déontologie et du respect de la dignité du malade, j'aimerais également que les citoyens camerounais évitent la stigmatisation, l'indexation inutile. Au tel il est rentré de Temaché, il est forcément positif. Au tel il a fait ceci, il est forcément. Au tel c'est un pestiféré. Non, ce n'est pas ça. Le secret médical est détenu par les médecins. Le diagnostic des populations, des citoyens, ne s'oppose pas sur les médias et sur les réseaux sociaux. Il faut avoir de la dignité, de la hauteur, pour ne pas faire véhiculer des rumeurs sur n'importe quel citoyen, que ce soit nos voisins, que ce soit n'importe qui, parce qu'à un certain moment, il s'agit de la dignité humaine. En fait. Voilà, sur ce débat, le virus et les climats chauds. Bon, aujourd'hui, l'histoire a botté ça en touche. Oui. Le Qatar, l'Arabie Saoudite et tout ça là. L'OMS a sorti. Il y a des gens qui continuent de penser que... Oui, mais vous savez, vous n'allez pas empêcher que les gens pensent ce qu'ils veulent. Mais notre rôle, à nous médecins, et votre rôle, à vous médias,
c'est d'abord de chercher la bonne information et de la donner au public. On peut dire beaucoup de choses sur ce virus et je pense que sur la toile, peut-être c'est cet isolement, ce début de confinement qui fait que les gens sont chez eux et ils ne savent pas quoi faire, donc ils s'envoient des messages, ils inventent des histoires. La science est quelque chose d'exact et le virus et les problèmes de chaleur, problèmes chauds, oui, non, c'est pas vrai. Deuxièmement, toutes ces recettes de grand-mère, nous sommes africains et nous n'allons pas dire que c'est faux. Parce que dans la pharmacopée africaine, dans nos forêts, il y a forcément des herbes qui font tomber la fièvre, qui arrêtent la diarrhée. Mais vous savez, s'il existait dans nos forêts africaines ou camerounaises une herbe détectée qui soigne le coronavirus, je pense que ça se serait déjà su. Donc on va s'en tenir à des choses simples. À ce stade, aujourd'hui, personne n'a trouvé le médicament pour soigner cette maladie. Et comme l'a dit le docteur Etoile, il s'agit d'un virus. C'est comme le virus de la grippe. Il n'y a pas de médicament pour soigner le virus de la grippe. Quand vous avez la grippe, c'est 7 jours. Et au bout de 7 jours, le virus va partir. Et ce qui vous embête pendant la grippe, c'est le mal de tête, c'est le nez bouché. Et ici, avec ce coronavirus, c'est la même chose, sauf qu'il a un tropisme pulmonaire plus important. Et à un moment donné, vous entrez parfois en défaillance pulmonaire, vous avez une température élevée, vous faites une fièvre sévère et vous devez aller en réanimation. Et il faut le dire, tout le monde ne meurt pas. 2% des patients meurent, mais seulement 80% qui rencontrent le virus restent des gens contaminants. Et ce serait dommage de rencontrer le virus, de ne pas en être malade, mais de le donner par exemple à son épouse ou à sa fille et qu'elle en meure. Parce que c'est ça le drame. Le mot de la fin, docteur Etoile? Oui, le mot de la fin est peut-être... Vous avez vu, je crois que le ministère de la Santé, parce que c'est une lutte citoyenne généralisée, le ministère de la Santé a lancé un appel à projet, à manifestation d'intérêt pour des projets. C'est-à-dire que si on parle de la pharmacopée traditionnelle, si quelqu'un estime qu'il a un remède, un médicament, entre guillemets, naturel et tout ça contre le coronavirus, il y a l'Institut de médecine des plantes médicinales, il va là-bas avec son écorce, son minérésie, on teste son produit, on déduit le principe actif, on teste et après, voilà, et tout ça, on va voir on ne sait jamais, peut-être que la lumière peut venir du Cameroun. Par contre, il y a également des solutions, on a également su ceux qui ont des porteurs de projets de solutions innovantes. En Chine, je vous ai dit qu'on a mis en œuvre l'intelligence artificielle. Tout à fait. Et tout ça avec des logiciels et tout ça, des applications qui permettent de reconnaître quelqu'un qui est à risque ou qui était en contact avec quelqu'un qui était à risque. Nous avons des jeunes chercheurs, et tout ça aujourd'hui, qu'ils se mettent à l'œuvre, qui créent des applications et tout cela pour permettre peut-être à la fois de diffuser facilement des messages de sensibilisation, de mieux organiser la collecte de l'information et de la prévention. Donc aujourd'hui, c'est une lutte multidimensionnelle qui intègre tout le monde, du plus petit au plus grand, du scientifique au citoyen. Et quelles que soient les chapelles politiques. Docteur Ngoula, votre mot de la fin? Le mot de la fin est simple. Le Cameroun, c'est un très grand pays qui a su faire face depuis son histoire à des grandes périodes de turbulence. C'est vrai qu'à l'extrême nord, dans le Nozo, nous n'avons pas encore définitivement trouvé des solutions, mais nous pouvons quand même dire que de ce côté-là, malgré quelques ressurgescences, il y a une accalmie. Donc nous devons continuer à faire confiance aux institutions de la République qui sont incarnées par le président de la République, le président Paul Biya. C'est pas parce qu'il ne s'est pas exprimé, mais nous savons bien que sa parole, elle est rare, mais elle est précieuse, comme dirait un journaliste de CRTV. Il a le Premier ministre qui s'est exprimé. Nous avons un ministre de la Santé, comme a dit tout à l'heure mon collègue, au début avait des rapports assez tendus avec le corps médical, mais il nous prouve qu'il est à nos côtés et qu'il suit quotidiennement avec toute son équipe ce problème. Il faudrait juste demander à la population de prendre la mesure de ce qui se passe et que chacun
soit le propre gardien de sa santé. Parce qu'en se protégeant, vous protégez votre épouse, votre mère, vos enfants, vos amis. Et puis, il ne faut pas perdre espoir. Monseigneur Cléda est sorti aujourd'hui avec la Madone. D'autres obédiences religieuses vont sûrement faire ce que nous savons faire, c'est que nous devons nous mettre en prière. Mais au-delà de la prière, il y a le gel, il y a les mesures de confinement, il y a les mesures de distanciation. Je pense que les jours qui viennent vont nous apporter des solutions. Je voudrais terminer en réadressant mes condoléances à la famille Moukouri et en disant que nous sommes en deuil parce que nous avons perdu un ami. Je vous remercie. Merci Dr Ngoula, merci à vous également, Dr Etoile, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette première de la semaine. Bonsoir, Bonadouma Home.